J'ai envie de revenir, là j'ai fait une citation à cet effet, à une grande déclaration qui avait fait son effet à l'époque. C'était au congrès d'Épinay, en 1971, lorsque on a mis sur orbite le Parti socialiste, avec comme premier secrétaire cette crapule de François Mitterrand. Et vous vous rappelez sans doute la grande déclaration qu'il a faite à la tribune, que j'ai pris là, quand même par écrit, pour ne pas être accusé de déformer les propos d'un dirigeant, celui qui n'accepte pas la rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, ne peut être adhérent du Parti socialiste. Ça, c'était François Mitterrand, 1971. Et j'en ai une autre qui est très bonne, sur une affiche que vous avez dû voir, du moins les plus anciens, au moment des élections municipales de mars 1977, une grande affiche très belle, où Mitterrand était à mon arrière-plan avec une plage. Et il y avait ce célèbre slogan, et l'affiche était conçue par Jacques Séguéla, publicitaire bien connu, le socialisme, une idée qui fait son chemin. Bon, on n'en est plus là 40 ans après. Le mot socialisme a quasiment disparu, sinon pour le critiquer, sinon pour le dénaturer ou pour le falsifier, des discours des différents partis qui se réclament encore de la gauche. On ne parle plus de socialisme. Lundi dernier, j'étais aussi, madame qui est là, au lancement d'une nouvelle fondation, la fondation Étienne de la Boétie, où la vedette était naturellement M. Jean-Luc Mélenchon. Et nous avons eu le droit à un cours d'à peu près 1h30, j'ai calculé 1h25 si je ne me trompe, magistral, on peut dire au deux sens du terme. C'était vraiment le maître face à des élèves, et en même temps, il faut reconnaître que c'est un orateur. Mais bon, dans ce discours, le mot socialisme brillait par son absence. C'était un discours sur la République, d'où il ressortait que la République était toujours née à l'issue d'une crise, depuis la première jusqu'à la dernière, une crise de différents types, et que cette République était caractérisée par le fait que c'était le peuple qui rentrait dans l'histoire. Après avoir été absent de l'histoire, c'est quand le peuple se manifestait sur la scène historique que la République naissait ou renaissait. Il y a eu d'ailleurs, mais là je ne veux pas insister, un excellent petit exposé, à la dire de l'exposé, sur la Troisième République, qui a été officiellement proclamée après l'écrasement de la Commune. Il faut quand même le faire avec cette sinistre crapule de Adolphe Thiers, entre autres. Et il expliquait comment et pourquoi cette Troisième République n'en était pas une, en fait, étant donné que la démocratie était absente. Alors pour Jean-Luc Mélenchon, je ne vais pas m'attarder sur Jean-Luc Mélenchon, simplement, c'est le non-dit qui est important. Socialiste, il n'en est pas question. La République, c'est, il faut renouer avec la démocratie, bien entendu, l'indépendance nationale et le pouvoir populaire à travers le bulletin de vote. C'est-à-dire, on chercherait en vain une critique de la démocratie représentative. Vous savez comme moi que, moi je retiens maintenant la dernière phrase qui m'a attiré mon attention il y a 3 ou 4 ans, de François Ruffin: un peuple qui n'est pas représenté n'existe pas. C'est-à-dire, un peuple qui n'a pas de représentant institué par le bulletin de vote n'existe pas. Donc là, quand tu disais tout à l'heure sur la critique de la démocratie, bon, je signale pour te rassurer que je n'ai pas de carte électorale. Je n'ai jamais voté de ma vie. Bon, fermons la parenthèse. Alors, pourquoi je parle de cet institut? Parce qu'il est censé relancer la réflexion, les débats, avec des cours, avec des interventions, avec des notes, etc., sur ce que doit être, bien entendu, le monde d'après, ce fameux monde d'après.
d'après la pandémie. On pourrait dire d'après le socialisme, parce que là, il n'est pas, je répète, pas question de socialisme. Et cet institut, comme d'habitude, va faire appel à toute une série. Alors là, ça m'a plu parce que normalement, ce terme est utilisé de manière péjorative, mais là, pas du tout. Le président d'ailleurs de cet institut est un énarque extrêmement brillant. Il s'appelle Bernard Pignerol. Bernard Pignerol, grand ami et conseiller de Mélenchon. Type qui a de l'allure, il faut reconnaître. Voilà. Énarque. Énarque, bien entendu, conseiller d'État, j'en passais des meilleurs. Et lui a dit, propre sur lui. Ah oui, non, il a de l'allure. Hein. Bon. Et il a déclaré que cet institut allait faire appel pour renouveler la pensée de ce que doit être la démocratie, aux sachants. Et sachants, c'est péjoratif quand on dit les sachants. Et lui, il l'a pris sans guillemets, il aime beaucoup ce terme. Il n'aime pas expert, ça fait trop technocratique. Sachant, bon. Donc c'est des gens qui ont le monopole du savoir. Bien entendu, c'est bac plus, je ne sais pas combien. Alors, je terminais là-dessus. Dans la salle, il faut quand même dire, c'est un public en majorité jeune, il faut bien le dire, bac plus, type Sciences Po, sociologue, chercheur, politologue. Bon, on voit tout de suite où on en est. Oui, je crois qu'ils ont dû faire partie, comme beaucoup d'autres, de tous ces intellectuels qui n'avaient, dont j'étais d'ailleurs moi, ni prévu, ni voulu le mouvement des Gilets jaunes, et qui se sont précipités sur ce mouvement 2 ou 3 semaines après pour faire des analyses, pour expliquer d'où ils venaient, pourquoi ils venaient, qu'est-ce qu'ils voulaient, où ils devaient aller, attention les dangers, etc. Je vous signale qu'on en est à 34 bouquins sur les Gilets jaunes en France, faits par ces sachants. Tous plus savants les uns que les autres, bien entendu. Ouais, 34 bouquins, je ne parle pas des articles. Hein. Le dernier en date, vous devez le savoir, c'est Minaud, enfin celle que j'appelle Minaud, Aude Lancelin, qui vient de sortir un roman, mais à partir de son expérience. Oui. Ça s'appelle La Fièvre. La Fièvre, voilà, toi, je me rappelais déjà plus La Fièvre. Et donc, pro-Gilets jaunes, hein, bien entendu. Pro-Gilets jaunes. Alors, c'est pour ça que moi, quand j'ai lu ce texte-là que Raymond m'avait envoyé, donc fait par un camarade d'Alençon, François Ferrette, j'ai trouvé, alors, ce qu'il y avait de remarquable, d'abord le titre, Déconfinons le socialisme. Parce que l'idée de socialisme est totalement confinée maintenant. Elle est censurée. Ou alors elle est enfermée, je le répète, dans des ghettos universitaires où on redéfinit ce qu'est le socialisme. Et vous savez comme moi, ces définitions où elles ont mené depuis l'arrivée au pouvoir de la gauche et surtout le tournant de 1983. Voilà, dite de la rigueur. Donc, moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant là-dedans, c'est qu'il distingue ce qu'il faut revendiquer et ce pourquoi il faut se battre à court terme, des choses qui sont évidentes. Hein, alors, ceux qui l'ont pas lu, je résume, puisque c'est là, créer un pôle public du médicament, garantir aux médecins la liberté de prescrire, augmenter les salaires de tout le secteur santé pour rendre à nouveau attractif, et stopper le démantèlement du secteur hospitalier. Bon, ça c'est par rapport à la crise. Bon. Mais il dit que tout ça, ça va rencontrer des obstacles et qu'on va vers l'affrontement. On va vers l'affrontement tôt ou tard. D'autant plus que les fondés de pouvoir du capital ne sont pas prêts à lâcher quoi que ce soit. Ils ont lâché un premier truc là au mois de décembre, vous vous rappelez, hein, mais et puis ils ont renoncé à la fameuse taxe qui a déclenché la réaction des Gilets jaunes. Alors lui, il y a d'autres revendications connues, garantie de l'emploi, entrée de l'État dans le capital des entreprises en difficulté. Je ne dis pas que ce soit très révolutionnaire, parce qu'on a connu ça à d'autres époques. Pour sauver le capitalisme, rien de tel que l'intervention de l'État bourgeois, et contrôle des salariés sur la marche des entreprises. Mais ça va plus loin, et c'est ça qui est intéressant, pourquoi des confinements socialistes. Le monde d'après, pour lui, c'est le socialisme. Il y a des phrases moi, qui sont très bonnes. Il faut exproprier les expropriateurs. Il a repris d'ailleurs quasiment ce que disait Marx, expropriation politique et économique de la classe capitaliste. Ça, c'est de Marx. Il faut l'autogestion généralisée, aussi bien dans les entreprises que dans le secteur d'État.
et que dans les collectivités locales. Donc là, on a véritablement le retour aux idéaux, justement, on parlait de socialisme barbarie ou d'autres, les idéaux de ce qu'était la gauche lorsqu'elle était, on pourrait dire, potentiellement révolutionnaire. Je ne veux pas m'attarder sur ce texte, mais je vous conseille quand même de le lire, parce que je considère que c'est ce qu'on peut... On ne trouve pas dans d'autres, je vais y arriver là, on ne trouve pas dans d'autres organisations actuellement, et même au sein de la France insoumise officielle, si je peux dire, ce genre de revendication. Et je le répète, il n'est plus question du tout. Vous pouvez entendre Alexis Corbière, entendre, comment il s'appelle, Poil de Carotte, là, Quatennens, fort brillant d'ailleurs, Bastien Lachaud, enfin, Bernalicis, encore, c'est les plus doués, les meilleurs, on a vu les plus intelligents. L'homosocialisme est littéralement confiné, on peut dire blacklisté. Alors, ce qui est grave, pour moi, selon moi, c'est que l'urgence, selon tout ce monde-là, la première urgence maintenant, c'est l'urgence écologique. Vous le savez comme moi, ça a été répété par Mélenchon lundi dernier. Je l'ai encore entendu par Ruffin il y a 2 jours sur BFM TV. C'est un très beau client de BFM TV. Entre parenthèses, il est très apprécié à BFM TV, Ruffin, ce qui est significatif. BFM TV, c'est quand même pas une chaîne progressiste. Hein, donc, il est considéré, à juste titre, selon moi, comme inoffensif. Alors, avec des phrases très matamores, hein, un peu comme Frédéric Lordon, c'est le genre armons-nous et partez. Hein. Exemple, la dernière en date, à propos de Bridgestone. Hein. Si on ne comprend pas qu'aujourd'hui, c'est la peur qui domine les cœurs, on rate l'époque. Il faut lever la chape de plomb, redonner conscience et confiance aux gens de la force qu'ils ont. Mais ça se termine, et Mélenchon l'a répété en guise de conclusion, nous avons 18 mois pour inciter les gens à voter. Eh ben voilà, eh ben voilà. Je vous signale, si vous faites institutlaboétie.fr, vous avez l'intégrale du discours de Mélenchon. Oui, moi je l'ai écouté. Plus les narcs au début, qui fait la présentation, et la femme qui est la responsable du groupe sur le plan bureaucratico-administratif, une jeune, qui s'appelle Clémence Guettet, je crois, Guettet, hein, qui elle explique les thèmes, alors les thèmes sur lesquels cet institut va travailler, mais ça confirme, les thèmes sur lesquels l'institut doit travailler, si je le retrouve bientôt, ça doit être par là, l'un c'est très important, c'est d'avoir un nouveau rapport au temps, travailler sur le temps, tout s'accélère, et pour ne pas être à la traîne, il faut maîtriser le temps du capital, le temps de travail, non sans blague, hein. Alors le temps du capital, par exemple, l'a dit, par exemple, avec les nouveaux dispositifs électroniques, avant les échanges d'actions, ça se faisait en plusieurs minutes, achat et vente. Maintenant, c'est 22, elle nous a dit 22 secondes. 22 secondes. Donc, il ne faut pas être à la traîne, il faut courir. Autrement dit, je vous signale que la 5G va bien passer parmi les insoumis, bien qu'ils réclament tous, Ruffin en tête, un moratoire pour discuter. Et le temps qu'ils discutent, ça va dire. Oui. Elle ne connaît pas être radio haute fréquence, c'est beaucoup plus rapide que 22 secondes. Beaucoup plus rapide que 22 secondes. Ah, elle a dit 22 secondes, hein, moi je suis. C'est moins de secondes. Moi je suis pas actionnaire, j'y connais rien. Non, mais ça ne se passe pas au niveau des échanges, c'est au niveau de la possession d'une action par quelqu'un. C'est pas Ouais. Moi je suis pas du Au tout. niveau informatique, c'est 1 milliseconde. Je ne suis pas du tout. Je cite, nous sommes face à une accélération généralisée des temps, un dérèglement des rythmes globaux de la société. Donc il faut se réapproprier le temps du capital, donc les actions, machin, le temps médiatique, bon, le temps social, c'est la semaine de travail qu'il faut diminuer, etc. Voilà. Et ça, c'est les 2 axes de l'Institut pour les mois qui viennent. Deuxième axe, c'est les enjeux géopolitiques contemporains, renforcement de l'ONU. On sait que l'ONU ne sert rigoureusement à rien, et de moins en moins. Il suffit de voir ce qui se passe actuellement avec Israël et compagnie. Bon, avec des États voyous, remboursement des dettes et relocalisation de l'économie. Voilà le programme que les sachants doivent orienter par leur savoir dans les mois qui viennent. Et surtout, il faut mobiliser les gens autour de cela d'ici les élections de
de 2022. C'est du remplissage, quoi. Hein? C'est du remplissage. Ah ben ça va les occuper en tout cas, il y a des notes. Tenez, si vous, un exemple de notes, puisqu'il y en avait sur les tables, je suppose que je les ai foutues, est-ce que je les ai amenées? Ouais. Voilà, il y a des notes en papier glacé. Faites un exemple. L'une, c'est les enjeux internationaux de la pandémie à propos du monde d'après. C'est fait par un sachant, Arnaud Le Gall, je ne le connais pas, et j'ai pas eu le temps encore de le lire. Et le deuxième, ça doit être là, j'ai dû l'amener. Alors voilà, c'est, vous voyez, papier glacé, c'est luxueux. Semaine de 4 jours, l'horizon social et écologique, par Boris Bila et Pierre Vince. Je ne connais pas ces gens-là. Et là, il y en a des pages, et puis c'est avec des citations et tout. Le temps racine de la liberté sociale, s'émanciper en réduisant le temps de travail, pas en expropriant la bourgeoisie, etc. Il n'est pas question de la bourgeoisie, de la classe dirigeante là-dedans. Travailler moins pour travailler toutes et tous, planification écologique, évidemment, libérer de temps pour la chose commune, etc. Bon, ça, c'est les premières notes qui sont pondues par la Fondation La Bourse. Sur Internet aussi. Hein? Ils sont sur Internet. Elles sont sur Internet aussi. Hein. Moi, là, il est distribué à l'entrée, t'as vu. Bon. Alors, pour en venir à l'essentiel, si je peux dire, je crois que ce qui est grave, et vous le savez comme moi, c'est qu'il y a de plus en plus de convergence, non pas des luttes, de convergence entre ces idéaux de transition verte, entre, je dirais, la gauche, ce que j'appelle la deuxième droite, hein, la gauche Jean Ramon, si vous voulez, bon, les gens, ou Faure, Monsieur Faure, ou d'autres, et les secteurs les plus dynamiques du capitalisme. Je me suis amusé, si tant est qu'on puisse s'amuser, à écouter et regarder des extraits des interventions de M. Klaus Schwab. Vous savez qui c'est, je suppose. Non, Hein, je ne sais pas. Non. chef d'orchestre du Forum de Davos. D'accord. 85 ans, il va très bien. Tant mieux. C'est lui qui a fondé, ça ne s'appelait pas comme ça au départ. C'est un manager, un prof, spécialiste. C'est un des maîtres à penser du capitalisme transnational. J'ai écouté ça, j'ai écouté aussi à la même, c'était une intervention physiquement présente, d'un monsieur qui s'occupe depuis des années de la transition écologique, c'est le prince Charles, le prince de Galles. Il a fait un discours gratiné. On aurait dit Ruffin sur le verre. C'est exact. Non, mais là j'ai les citations, si vous voulez. Hein. J'ai les citations de Ruffin sur BFM TV et celle du prince Charles. Je peux dire, c'est blanc bonnet, bonnet rose. Hein. Rose vert. Rosâtre, verdâtre. C'est pour ça que moi j'appelle ça depuis longtemps l'escrologisme. C'est des escroqueries intellectuelles. Bon, l'urgence climatique, etc. Le danger social, par exemple, le danger essentiel vient du dérèglement climatique. Ça, c'est le prince Charles et Ruffin. La même phrase. Personne n'a pompé l'autre. C'est une convergence idéologique. C'est ce que dit aussi d'ailleurs mademoiselle, Greta Thunberg. Et alors, c'est assez extraordinaire de voir cette convergence. Si j'entends par exemple ce qui a été dit sur justement face à Madame Apolline de Malherbe, vous savez que c'est une des animatrices de BFM TV. Elle aime beaucoup Ruffin. Hein. Bon. Et alors elle disait, elle lui demande à Ruffin, quel est l'ordre social à atteindre pour sortir de cette folie? Son dernier bouquin, vous avez vérifié, ça s'appelle Leur folie et nos vies. La folie, les capitalistes sont fous. C'est rassurant de dire qu'ils sont fous. Et nous, nos vies, qu'est-ce qu'elles deviennent avec ces gens? Puis après, il commence à préciser, oui, mais c'est une folie qu'ils essaient de rationaliser pour la justifier. Donc, puis après, plus loin. Non, en fait, il y a une rationalité capitaliste. Il a tout compris. Il a tout compris, oui, c'est celle du profit. Pour l'enfonçage de porte ouverte est devenu un art chez lui. Il a dit qu'il était lui-même un artiste. À propos de son... Je peux vous lire, parce que le type, il a les chevilles. Moi, je l'ai très bien connu, Ruffin. J'ai participé, et toi, tu sais bien placé pour savoir, à la promotion de Merci Patron. Vous voyez, et on était très copains, puis j'ai vu après comment ça se gâtait. Mais peu importe. Et là, il a déclaré, à propos de son dernier bouquin, plusieurs. La différence entre Macron et moi, c'est que Macron n'est pas un artiste, et moi je suis un artiste. Texto. C'est la seule différence? Si, parce que
Non, c'est que Macron serait jaloux, en fait. J'ai la fierté de construire une œuvre artistique, où je suis un athlète de l'écriture. Ça ne s'invente pas, c'est lui, vous pouvez le vérifier. Je veux laisser une trace après ma mort, avec ces bouquins. Sûrement pas dans l'histoire de la gauche, hein, sinon ça va achever d'être la deuxième droite. Et la dernière en date, je veux transformer le monde en le mettant en mots. Il faut quand même le faire. Il faut le faire. Le mec ne doute de rien. Il veut voler le feu à Prométhée, là. Ben oui, exactement. C'est pour ça. J'avais fait un article, toi tu l'as lu, Raymond, j'avais fait un article sur une chronique que m'a laissé un libraire néo-stalinien, on est les mêmes ennemis, à part ça on n'est pas d'accord. Ça s'appelle Se faire des amis avec Jean-Pierre Garnier, la chronique, c'est-à-dire chaque fois que je fais une chronique, je me fous un nombre d'ennemis incroyable. Et j'en avais fait un qui s'appelait Le président des quiches. Ça c'est pour paraphraser les quiches. Alors les quiches, en Picardie, c'est un ballot. C'est un béné, quelqu'un qui croit. Non, c'est pas une quiche, c'est une quiche picarde. En Picardie, quiche, ça veut dire un connard qui croit ce qu'on lui raconte. Alors, c'était Ruffin, le président des quiches, il expliquait qu'il pense qu'il sera peut-être président de la République, non pas la prochaine, mais celle d'après. C'est possible. Ouais. C'est pour ça que mais c'est possible. Cette promotion de... Une fois, j'ai eu le malheur de dire, Ronald Reagan, qui était une vedette de western de seconde zone, et pas un bon acteur, est devenu président des États-Unis. Je vois pas pourquoi Ruffin, qui a quand même un autre niveau, qui fait rire, qui n'a pas d'ennemis véritables, qui est très bien vu dans les chaînes les plus pourries, ne pourrait pas devenir président de la République, devenir populaire. Il faut le connaître, ce talent. C'est un personnage. Puis quand il reçoit dans sa cuisine, c'est formidable. C'est populaire, là. Formidable. Bon, quand il reçoit, quand il... Bon, alors, je vais laisser là. Alors, en fait, je voudrais en venir aux choses plus sérieuses. Bon, je ne vais pas parler de la manifestation. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la fin du confinement, puis maintenant on retourne à quelque chose qui va y ressembler. Il y a eu les quelques manifs du Gilet jaune, qui ont évidemment, vu la répression, vu la fatigue, vu l'usure, vous qui êtes Gilet jaune parmi vous, les gens sont quand même fatigués, un peu découragés. Hein. Moi, ceux que j'ai rencontrés, c'est... qui n'étaient pas de Paris, qui ont dit « il faut revenir à Paris, ça coûte cher, autre chose à faire, à quoi ça sert, c'est de plus en plus dangereux, etc. » Enfin bon, on a eu la dernière manif. C'est ça, du Gilet jaune, hein. Pas celle de l'autre là. Le 12, voilà, pas celle qui vous savez, hein, l'autre, sur laquelle je vais revenir. Une manif où il y en avait 3 ou 4 autorisées à Paris et 2 interdites. Bon, et vous avez vu comment ça s'est passé. Et plus c'est encadré, plus ça ressemble aux manifs traîne savate, ballons et fumigènes de la CGT. Comme celle qui a eu lieu d'ailleurs sans aucun impact quelques jours après. Et moi je suis d'accord de ce point de vue, mais tout ce que je dis là, vous l'avez deviné, c'est quand même une opinion personnelle. On n'est pas forcé de la partager, mais il faut bien lancer le débat. Je suis d'accord avec Éric Drouet, qui disait le jour de la manif, Gilet jaune, qui disait que les gens qui acceptent de défiler dans des manifs autorisés, ça ne servait à rien, il était contre, et il a dit, tant qu'il n'y aura pas de révolution, il n'y aura pas de changement, il faut que ça pète un bon coup pour remettre tout en place. Et il expliquait pourquoi il ne participait pas à une manif autorisée. Moi je dirais que je suis d'accord avec lui, sauf que, effectivement, l'appareil répressif, il faut reconnaître à Didier Lallemand, qui a une gueule de nazi, il faut bien le dire, hein. C'est Hitler en plus. Oui, et il est pratique. Il faut reconnaître que l'appareil répressif a fait des progrès extraordinaires. On n'a pas eu ça du temps ni de Giscard, ni de... Même Valls, qui est quand même un bon facho. Hein. S'il a attaqué Valls... Mélenchon attaquait Valls en disant que c'était un admirateur de la monarchie espagnole. Bon, pas très loin. Il a dit qu'il était pour la monarchie espagnole, Valls, parce qu'elle était démocratique, puisque un parti de gauche était arrivé au pouvoir, avec Podemos. Hein. Podemos, on sait ce que c'est, ce sont les sachants qui arrivent au pouvoir, la caste universitaire. Et ça donne le résultat comme Syriza en Grèce. Mettez les universitaires comme classe dirigeante, enfin, comme élite dirigeante, on sait où ça met. Syriza, ils ont baissé leur froc, Podemos, ils baissent leur froc,
ou leur masque. Et bon, ben, si on a nos sachants à nous, là, ceux de... Je vous donne un exemple d'ailleurs. Il paraît qu'avec le vent se lève. Justement, le vent se lève est un site en ascension fondé par un énarque, un jeune énarque, non pas énarque, pardon, normalien. Ça s'appelle le vent se lève parce qu'on a un motif. Tout le monde a retenu son souffle jusqu'ici et maintenant, c'est la bourrasque qui va l'emporter. Texto. Le vent se lève, c'est des bacs plus, tous. Et l'idéal, c'est eux qui le disent, je l'ai là, j'ai même la citation, il ne faut pas qu'on m'accuse de déformer, voyons là, il a déclaré, je ne sais pas si je l'ai là, si je l'ai là, mais je ne sais pas si j'ai bien mis, le voilà, si je l'ai, j'espère, ah là là, enfin, il a dit, je l'ai là, mais je n'arrive pas à la trouver, la chose suivante, il faut une alliance entre les prolos et les bobos, texto, avec, si possible, une association avec une partie de l'élite actuelle. Texto. C'est ce qu'il dit. Et ça, le site s'appelle Le Vent se lève. Et là-dedans, c'est rien du normalien et du machin. Le vent se lève. Moi, c'est tempête dans un verre d'eau. Hein, le vent se lève. Tempête dans un verre d'eau. Et cette association, qui a son site, qui a ses artistes, etc., est associée à l'Institut La Boétie. Les deux autres qui sont associés, c'est Espace Marx, vous le connaissez, c'est le think tank de ce qui reste du Parti communiste, et l'autre, la Fondation Gabriel Péri, idem. C'est PC bout de souffle, quoi. Bon, c'est ça, donc je ferme la parenthèse de la Boétie, de la Boétie. Alors, et pour terminer, d'ailleurs, il le dit lui-même, ce qu'il faut, c'est et l'expression n'est pas de lui, un Green New Deal. Le Green New Deal, hein, le New Deal vert, c'est une expression qui a été forgée par qui? Klaus Schwab, il y a des années, le patron de Davos. Et le prince Charles qui a repris l'expression, Green New Deal. Et lui, il reprend le Green New Deal aussi. C'est les dealers, quoi, les bobos, les prolos, donc, vont être représentés par je ne sais pas qui. Et alors, bon, il y a aussi les prévisions d'associations et d'unions pour les, ça vous le savez comme moi, pour les élections de 2000, les présidentielles. La présidentielle, là, je crois avoir la liste, c'est quand même quelque chose. Hein. Il y a évidemment association avec, déjà, qui est en cours, paraît-il, comment s'appelle celle de Glucksmann Junior? Oui, place publique. Place publique. Place Junior. Pro-impérialiste sioniste, invétéré. Association avec Génération. Association, je les ai tous là, hein, c'est les négociations en cours de la France insoumise, hein, j'invente rien. Il y a encore. Il y a ensemble que certaines mauvaises langues appellent. Mandarine. Oui, Mandarine Hôtel. Mandarine Hôtel, vous savez qui c'est? Bon, c'est pour sa carrière, elle, ensemble. Ouais, je ne suis pas responsable, hein, tu le sais. Bon, il y en a d'autres comme ça. Qui est-ce qu'ils veulent encore? Il y a encore une autre. Hein. Europe Écologie, les Verts aussi. Mais il y a des discussions parce qu'en ce moment, il y a la bagarre entre Piolle, le maire technocratique, actionnaire de Hewlett Packard, c'est un cadre de Hewlett Packard, et l'autre, là, Jadot, ils se bouffent entre eux. C'est pas encore fait, mais tout ce qui se profile officiellement, c'est une grande coalition pour les élections de... Ça fait envie. Il ne sera pas tout seul. Mélenchon pense qu'il ne sera pas tout seul. Il ne sait même pas s'il va pouvoir être tout seul, se présenter. On en est là. Hein. Moi, peut-être que vous en savez plus que moi. Je n'appartiens pas à la galaxie insoumise, hein, comme Raymond le sait. Voilà. Alors, je pense que même si on est minoritaire, je pense qu'il y a des mots sur lesquels, des mots, et puis ce qu'ils revêtent, souvent on les restaure dans leur sens originel, tout en les adaptant, les actualisant le contenu en fonction et des transformations du capitalisme et des échecs du socialisme réellement inexistants, mais je crois que les mots socialisme ou communisme même,
il ne faut pas les lâcher. Je pense qu'il y a une intimidation maintenant qui fait que les gens sont complètement désorientés. Les jeunes générations, moi je vois dans les... Maintenant je suis hors... je ne suis plus enseignant actif, hein. Non, je suis un retraité. Je suis non pas en retraite mais à la retraite. Mais les rares fois où j'ai pu intervenir les dernières années dans les amphithéâtres universitaires, pour beaucoup de jeunes socialistes, tout ça, eux ils disent socialistes, c'est l'URSS, ça s'est effondré, c'est des pourris, regarde, et Hollande, machin, enfin bon, toute la liste. Mais je crois que la bataille sur les mots, sur les concepts, reste importante. Et surtout, si on y met, comme c'est le cas de François Ferrette dans ce texte, si on y met quand même quelque chose qui me semble toujours d'actualité et que j'ai mis là, enfin, vous le lirez, c'est pas la peine de le mettre, quand on parle d'autogestion généralisée, d'auto-organisation des classes travailleuses, etc., c'est d'expropriation des expropriateurs, ça dit bien ce que ça veut dire. Et je pense que ça n'est pas parce que ça a été... On est dans une période, non pas contre-révolutionnaire. Contre-révolutionnaire, ça veut dire qu'il y a un danger de révolution. On n'a pas en ce moment. On pouvait dire contre-révolutionnaire du temps de la République de Weimar. Hein, ok. Parce qu'il y avait encore un parti communiste, il y a du spartakisme, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est pas contre-révolutionnaire. Hein, il faut utiliser un autre anti-révolutionnaire, on peut dire. Oui. On est dans une période anti-révolutionnaire, pas contre-révolutionnaire. C'est pas... Para-révolutionnaire. Non. C'est anti-révolutionnaire. Anti-révolutionnaire. L'idée même d'un bouleversement des rapports de production, on ne veut pas faire le coup sur les rapports d'exploitation économique, de domination politique et d'un sujettissement idéologique. Mais je crois que dans ce... Alors, moi je voudrais savoir, ça je vais le demander à... Je le demande à Raymond, ce texte, est-ce qu'il est circulé parmi les autres, les insoumis soumis? Ce que j'appelle les insoumis. En Espagne, quand je fais des cours, j'appelle ça les insoumis de Zarzuela. Zarzuela, c'est une comédie, toi tu le sais. C'est l'opérette. Voilà, une comédie musique, opérette classique. Et un plat de poisson. Voilà, les insoumis de Zarzuela, je les appelle. Parce que quand je parle de Podemos, je mets insoumis de Zarzuela, etc. Oui, est-ce que ce texte a circulé en dehors des camarades militants ouais. Tu m'interpelles, je suis gêné parce que depuis tout à l'heure j'essaye de faire des signes aux gens en disant taisez-vous, laissez-le finir, tout ça. On essaye de le diffuser et après peut-être tu pourras conclure du mieux qu'on peut à notre modeste échelle. Ce que je fais, néanmoins, on a quelques camarades, y compris des gens qu'on ne connaissait pas, évidemment insuffisamment nombreux, mais on en reparlera peut-être dans le débat sur les perspectives, qui l'ont signé. Est-ce qu'il y a eu des réactions négatives de la part de hiérarques? Non, ils préfèrent le silence. Ceux qui sont au courant préfèrent c'est le blacklistage, pas blackout. Bon, mais moi je crois que j'ai terminé là, j'ai pas... on m'avait donné 20 minutes, j'en suis à presque 26. Hein. Non, on a commencé tard. 30. 30 en gros. Je pense que, bon, j'ai plusieurs trucs là, mais pas toujours les utiliser. Alors, si, je voudrais quand même recommander ce texte que j'ai envoyé à Raymond, puis j'ai envoyé aussi sur le site, on peut dire, puisque je l'ai mis à Raymond Maillard. C'est le texte que je ne connaissais pas, d'Albert Einstein, je dois reconnaître que je ne connaissais pas, qui s'appelle « Pourquoi le socialisme ?» un texte écrit en 1949. Il est inscrit sur les McCarthy. C'est un texte, putain, on pourrait dire presque gaucho aujourd'hui. Incroyable. Moi, je croyais que c'était un savant un peu cosinus. Pas du tout. Ce qu'il écrit là-dedans... Pour un cateau. Je vais vous dire une chose. Regarde Friot. Friot, alors, Friot, le marxisme friotisme, je ne vais pas en parler, parce que sinon je vais être intarissable. C'est encore autre chose. Lui, il est pour le salariat pour tout le monde. Là, sur Regard, là. Hein, comment? Il vient de faire une émission sur Regard il y a 2 jours. Ah oui, moi j'en ai vu 3 déjà. Avec l'autre, là, comment il s'appelle? Judith Bernard. Vous êtes courageux quand même, hein, je trouve. Hein. Non, c'est pas du masochisme. C'est parce qu'à partir du moment où on critique des gens, il faut savoir ce qu'ils ont dit et dans quelles conditions ils l'ont dit.
Si j'attaque Friot, par exemple, je suis obligé de me taper du Friot, J'ai pas le temps. qui propose le salariat à tout le monde, à la qualification personnelle, alors que si on lit Marx, il était contre les... Non, c'est le poste, c'est pas la qualification personnelle. Au poste. Non, mais il appelle ça qualification personnelle. Oui, Dans ses... Notamment, il a fait une conférence avec Lordon, Lord Hon, hein, Lordon, je l'appelle Lord Hon, parce que lui, il n'en peut plus, lui non plus. Et c'était durant l'occupation de la faculté de Tolbiac, il y a 3 ans. Hein. Il y avait une grande banderole, la commune libre de Tolbiac. 3 jours après, ils étaient délogés par les CRS, bien entendu. Commune libre, c'était des bacs plus. En plus, ils étaient 8 ou 9 la nuit. Alors, les filles sont arrivées à peu près 80. c'est le destin de toute commune. Oui, mais enfin, je ne crois pas que la commune de Tolbiac ait menacé qui que ce soit.